Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir donc une salle sur TryHackMe qui s'appelle Dogcat. Allez, c'est parti. Alors, la salle est lancée, j'ai complètement oublié de la rajouter dans mon DNS Mask, donc c'est ce qu'on va faire. Alors ici, j'ai mon VPN qui est lancé. Allez, on va lancer une autre fenêtre. Celle-là, on peut la réduire. On va mettre ça par là. Et on va agrandir ça. Très bien. Donc, pour commencer, donc pour le DNS Mask, VI, voilà, dans mon fichier de conf. Donc, je dois avoir un dogcat, oui, lors de mon précédent test. Et ici, je peux mettre la nouvelle IP. Je vais faire un restart du DNS Mask. Et normalement, si je ping dogcat.thm, effectivement, j'ai 10.10.231.234 qui est bien l'adresse IP choisie. Ok, ça fait déjà 8 minutes que je l'ai lancé et on me demande d'attendre quelques minutes avant de commencer. Ok, c'est fait. Donc, ben allez, on va se mettre dans temp. On va faire un mkdir de dogcat, cd dogcat et on va lancer le petit nmapper dogcat sur all. C'est parti. Alors, on a deux ports ouverts, le port 22 et le port 80. Ok, bon, le port 22... rien de particulier à voir dedans, ben on va aller voir le port 80, ce qu'il y a dessus. Alors, hop, http dogcat.thm, ok, on a un petit site, très bien, je suis à combien là? Ouais. Ok, dogcat, gallery of various dogs and cats, là dessus. Alors si je clique sur un dog, un chien, ok, j'ai un petit chien, here you go. Un autre chien, ok, avec l'image qui est un peu grande, voilà. Ah, voilà, bon, si on prend des chats, ok, on a des petits chats, très bien. Si on regarde ce que l'on a dans le code source en faisant CTRL U, donc ok, donc soit CSS, voilà, ou React, donc href, view dog, id dog, ok, donc on a une view. Donc effectivement, si on regarde ici, on a la view cat, et si je clique là, on a la view dog. Ok, donc si je mets autre chose, une view Toto, ok, sorry, only dogs and cats are allowed. Ok, ben Toto dog. Ah, ok, Toto dog plante. Donc on pourrait penser que il détecte s'il y a le mot dogs ou cat dans la chaîne que l'on passe avant de pouvoir faire, ici on voit un include de ce qu'on a mis .php. Donc ok, donc si je tape par exemple index.php, non, sorry, dogs, ok, %00, tiens, on va essayer avec dog. Ok, failed include un for inclusion, include pash. Ok, donc il y a une erreur là-dedans. Ce qu'on va faire, tiens, on va l'envoyer dans Burp Suite, ce sera plus simple pour faire des tests. Alors, je vais activer Burp. On va prendre par exemple celui-là, voilà. Allez, Burp Suite, c'est parti. On va le lancer. Voilà, next, start Burp. Ok, donc voilà, on a le proxy, l'historique. Donc, si je reviens dessus et que je lance ça, voilà, on l'a là. On va prendre notre truc, on va l'envoyer dans le répéteur. Et donc, si je l'envoie, j'ai ici une erreur. Ok, on va éviter le scroll. Alors, pour éviter le scroll, tenez, je vais prendre cette balise. Je vais la mettre dans Search et on va mettre Auto-scroll. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais relancer, voilà, hop, ça va me revenir ici. Comme ça, je pourrais voir les erreurs qu'il y a. Ok, donc index ne marche pas. File inclusion. Ah, si, il y a un truc qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait une énumération du site avec un petit GoBuster. Voilà, sur le dogcat.thm avec la liste common. On va le lancer. On va bien voir ce que ça nous donne. Donc, ce qu'il nous a trouvé, c'est un répertoire 4. Si je l'ouvre, non, pas comme ça. Open link. Forbidden. You do not have permission to access resource source. Ok, donc on aurait un répertoire 4. Si je tape un répertoire Toto not found,
et un répertoire dogs forbidden. Donc on a un répertoire dogs. On pourrait supposer que c'est là où sont stockées les photos. Voyons voir, revenons sur Burp Suite. Ok, donc je vais juste prendre, ici on va mettre dog. On va le renvoyer. Donc effectivement, il a trouvé. Voilà la source dogs/9.php. Ok, mais donc si je le fais se planter, alors je peux le planter, si je mets ça, si je mets, allez, td, voilà, include, n'arrive pas à ouvrir là, include dog.php, no such file, in, next, nanana. Ok, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc on pourrait se dire, oui, on avait dit qu'on avait un répertoire dogs, donc par exemple si je fais dogs, slash, je sais pas, 9, ça marche pas. Si je fais slash index, hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fatal error, cannot redeclare contain string previously declared. Donc en fait, on aurait réussi à réinjecter l'index.php dans la page index en fait. Parce qu'il dit previously declared. Donc ça veut dire qu'il aurait fait un include, comme on avait vu plus haut, un include d'elle-même. Et donc en gros, genre de boucle infinie, vu qu'elle va s'inclure en permanence. Ok, mais donc comme ça, il a déjà déclaré certaines variables, certaines fonctions, comme une string, il ne pourrait pas. Donc en fait, ce qui serait intéressant, comme on a un include, on arrive à passer du paramètre dans un include, ce serait d'arriver à ce qui nous l'affiche. Et en fait, bon, après recherche, ce qu'il faut utiliser, c'est les filters PHP, qui va nous permettre en fait de convertir un objet, une page par exemple, en base 64. Et donc, de l'injecter dans ce fameux include pour que il l'intègre dans la page index.php et donc il nous l'affiche. Alors, pour faire ceci, on va aller par exemple sur Google et on va taper php filter base 64. Voilà. Très bien, voilà. Using php filter for local file inclusion. Et on l'a ici. On peut le voir qu'ici, en fait, en paramètre, on lui dit, utilise une fonction PHP, converte en base 64, sur la ressource, ici on a index. C'est exactement celle-là. Voilà. Alors, à un petit détail près, c'est-à-dire que moi, là, si je mets juste ça, et que je le lance, il va me dire, non, il n'y a que dogs and cats. Parce qu'effectivement, il cherche la chaîne dogs ou cats à l'intérieur. Donc, en fait, il faut trouver un moyen d'incorporer le mot dog ou cat. On sait qu'il y a un répertoire qui s'appelle dogs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire la ressource, tu te déplaces dans dogs, puis tu reviens en arrière et tu utilises index. Parce qu'on sait que, on l'avait vu, je vais essayer de vous le remontrer, envoyer tout le répéteur. Si je prends par exemple juste, allez, index dog, voilà. On voit où est-ce que c'est. Ici, on a un include indexdog.php. Il rajoute de lui-même .php. Donc, on va pouvoir se concentrer sur index, de voir en fait comment est fait cet index.php. Alors, on revient là. Donc, on avait dit on va dans dogs, slash, on revient en arrière, slash, index. Il va nous inclure l'index.php. Si on affiche, on voit ici qu'on a un code. Un code en base 64. Donc, on va prendre ce petit code-là. Voilà. Et on va aller le mettre dans un décodeur. Hop. On va lui décode as base 64. Et on se retrouve, voilà, avec un petit code. Alors, c'est un peu illisible. On va le prendre. On va ouvrir un VS Code. Voilà. On va le coller dedans. On va zoomer un peu. Très bien. Alors, on va voir ce qu'il fait. Donc, href, blablabla. Et on a donc les fonctions PHP. Un contain string qui vérifie si une certaine chaîne contient une autre chaîne. Ok, très bien. Extension. If instead. Ici, on peut voir que si le paramètre ext est déclaré, alors on renvoie dans ext, on renvoie sa valeur. Sinon, on rajoute de base .php. Donc, on aurait un moyen
de lui spécifier l'extension que l'on veut passer. On va pouvoir l'essayer. Avant de continuer, tenez, on va l'essayer. Donc voilà, on va essayer ce paramètre ext. Donc on va revenir dans notre repeater. Donc ici, voilà. Ok, donc c'est-à-dire que ici, par exemple, on avait dit, on va dire, allez, dogindex. Là, si je lance, il me dit qu'il ne trouve pas dogindex.php. Mais si je mets un et ext égale, par exemple, je sais pas moi, HTML, on voit dogindex HTML n'existe pas. D'accord, donc c'est l'extension entière, c'est-à-dire que je mette .html et voilà. Donc effectivement, je peux réussir à incorporer une valeur là-dedans. Ce qui est pas mal. Donc déjà, on sait comment modifier l'extension. Ok, continuons la lecture. Donc, if get set view, donc c'est dogs ou cat, voilà, si c'est dog, s'il contient dog ou cat, voilà, on peut le faire, sinon sorry. Donc, include, et voilà, ici on fait un include de ce que l'on a passé en paramètres. Donc, c'est pour ça que le PHP filter nous a affiché justement la base 64 du fichier index, et on rajoute l'extension. Donc, si on peut faire ça, peut-être qu'on peut essayer d'aller le pousser un peu plus loin. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, allez, on continue. Voilà, ok. Et donc, plutôt que d'aller voir index, je peux essayer d'aller voir, hop, on continue, /etc/ /passwd, et ne pas oublier de rajouter l'extension, parce que si je le fais pas, il va nous dire le fichier, voilà, include, où est-ce qu'il est, include, blablabla, blabla. Vous voyez, à la fin, etc passwd, alors c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous le voyez, mais un passwd.php n'existe pas. Donc ici, je vais rajouter un petit ext égale et rien du tout, parce que passwd n'a pas d'extension. Et donc si je lance, je me retrouve avec un nouveau fichier en base 64. Alors on va aller voir notre petit décodeur. Voilà, on va le remplacer, et comme on peut le voir, ici, on a notre passwd, où on peut voir qu'il y a absolument aucun user au-dessus de 1000. Bon, ok, par contre, on a wdata, donc on devrait pouvoir arriver à trouver un moyen de faire un reverse shell. Bon, maintenant, il faut trouver le moyen de faire ce reverse shell. Alors, après plusieurs investigations, il y a un fichier que l'on peut essayer d'aller voir. Si je ne me trompe plus, c'est dans var /log /apache2 /access. Et on va mettre .log ici, directement, plutôt que dans l'extension. D'ailleurs, on va pas le convertir en base 64. Hein. Voilà, celui-là, on s'en fiche complètement. On va juste faire comme ça. Et là, voilà, on obtient les logs d'accès, en fait, d'Apache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, là, on peut le voir que c'est logué. Alors, attendez, je vais voir si je peux proxy, option, est-ce que c'est là-dedans, option, séquenceur, extension, peut-être option. Ok, on a ici, voilà, display, par exemple ici, si je mets ça à 16, voilà, ça zoome. Ok, donc si on revient dans notre répéteur, alors ça n'a pas du tout zoomé ici, je ne crois pas. Attendez, on va réessayer, juste pour voir, là si je le mets à 14, non, ça change rien, donc c'est plutôt dans le message editor peut-être, change font. Si ici je le mets à 16, je vais voir, ok, ouais, voilà, ça zoome, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Donc, on a dit, donc on retourne, allez, on va le relancer, voilà, comme ça il se zoome directement en bas, et on voit ici donc qu'on a directement quelques informations. Donc ici, on voit que j'ai accédé au log, access log, voilà, et on a un petit, ça c'est
c'est le user agent. Voilà. Donc on voit que c'est Arch64, ok. D'accord, ok. Donc techniquement, le user agent, par exemple, si ici je mets Toto, alors ici, j'ai pas de Toto qui apparaît. Je le relance. Tiens, voilà, j'ai Toto. Donc en fait, on peut modifier le user agent et peut-être qu'il sera interprété là-dedans. Alors, effectivement, il va être interprété là-dedans. On va faire ce qu'on appelle du log poisoning. C'est-à-dire que on va lancer des trucs et on va faire en sorte que le log agent soit en fait un payload, tout simplement. Et donc, pour faire ça, ici, donc voilà, on va le changer ici. Donc moi, je vais l'appeler par exemple, allez, exploit, parce que comme ça au moins, je pourrais bien repérer facilement la ligne. Et donc ici, on va mettre un petit code PHP. Alors, bien sûr, alors, voilà, celui-là, hop, PHP. C'est quoi déjà? C'est système, hop, $get, et on va faire, on va pas faire dans l'original, cmd. Voilà, exécute la commande cmd, la commande que je vais te passer en paramètre, via la fonction système PHP. Voilà, on ferme ça, comme ça, voilà. Donc techniquement, si je le lance comme ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ah, cannot execute blank command, ah, ça veut dire qu'effectivement, il exécute donc le payload en PHP. Donc il me suffirait en fait donc de me mettre là, après le ext, tiens d'ailleurs, de rajouter un cmd avec une commande à taper, à exécuter, par exemple id, et si je le lance, effectivement, on voit exploit et on voit que j'ai mon petit id. Voilà, là donc on a réussi à envoyer, à exécuter des commandes sur la machine distante. Donc à faire du remote code execution, du RCE. Ok, si on a pu faire ça, on peut sûrement obtenir un reverse shell. Spoiler alert, oui. Donc, on va ouvrir, voilà, je vais prendre mes petites notes pour du reverse shell. Alors ok, reverse shell, il est là. Et on va prendre tout simplement le bin bash classique. Voilà. Ici, donc, à la place du cmd, du id, je vais mettre ma commande. Je vais utiliser mon adresse IP qui doit être 10.11.0.110. Voilà, le gros avantage avec les dernières Kali Linux, c'est que une fois connecté à un VPN, vous l'avez en haut à droite. Donc ça, ok. Très bien, je vais prendre cette commande là. CTRL U pour la convertir, pour faire de l'URL en code. Donc ça passe bien par l'envoi d'une URL. Ok, très bien. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à préparer mon listener. Donc on va faire un petit poncat env, parce que je vais utiliser poncat. Voilà, poncat env. Alors, je remonte là-haut. Si je fais un petit witch de poncat env, en fait, ça fait tout simplement, c'est un alias qui me fait un source de tool poncat env bin activate. Voilà, parce que j'ai mis poncat dans un environnement virtuel Python. Voilà, donc je suis dessus. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon poncat-cs sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mon listener qui est lancé. Très bien, donc avec un peu de chance, si je lance ça, et voilà, j'ai une connexion. Voilà, j'ai obtenu une connexion sur la machine, donc je fais CTRL-D dans poncat pour venir sur la machine victime. CTRL-D permet de switcher entre notre machine en local et la machine distante. Voilà, et donc si je regarde, ID, je suis bien wdata. Ok, nickel. Petit alias, ll égale ls-lh-color. Voilà. Et donc, je suis sur la machine. Et comme on peut voir sur mon premier LL, j'ai un petit flag.php. Donc, si je regarde mon flag.php, hop, on a bien notre premier flag. Donc voilà, je vous le affiche parce que là, ils ont mis un flag.php. Pourquoi ils l'ont mis comme ça? Pour justement pouvoir l'obtenir directement avec le LFI, ouais, le local file
non, c'est pas du local file, c'est du RFI, du Remote File Inclusion. En fait, de pouvoir, voilà, directement via l'URL. Bon, maintenant qu'on a sur la machine, on a grillé une étape et on peut déjà directement voir son contenu. Bon, maintenant, on a 4 flags à trouver. Donc maintenant, il faut trouver les autres flags. Le deuxième, pas compliqué. On vient un cran en arrière, LL, et on voit ici qu'on a notre deuxième flag. Un petit 4. Alors oui, hop, comme ça. Et on obtient notre deuxième flag. Voilà. Et donc maintenant, il faut qu'on arrive à obtenir les autres flags. Donc on est www. Ce qui serait intéressant, c'est de devenir root. Premier détail, quand même, qui a son importance, c'est qu'on va aller dans... déjà, si on regarde ce qu'il y a dans slash home, il n'y a absolument rien. Ok. Donc c'est pas là. On peut se dire c'est vraiment dans root, mais on n'a pas les accès. Si on regarde la racine, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? On a le point Docker env. Point Docker env veut dire qu'on est dans un conteneur Docker. Donc en fait, les étapes qu'il va falloir faire, c'est devenir root de ce conteneur Docker, et une fois qu'on est root, de faire de ce qu'on appelle du Docker Escape, d'en sortir. Et ben c'est parti. Alors, déjà pour devenir root du conteneur Docker, ce que l'on va faire, c'est qu'on va énumérer les SUID. Alors pour ça, on va utiliser la petite extension Firefox ou Chrome qui s'appelle Hacktool. Voilà. On va sur du Linux, on a les SUID commandes, on va en prendre une et on va aller l'exécuter ici, là-dedans. C'est parti. Donc voilà, on nous a récupéré les SUID et en fait, celle qui saute aux yeux, celle qui sort un peu du lot, ça va être binenv. Si on regarde binenv, voilà, on voit donc qu'elle est bien SUID. Et donc, si on va dans, alors je vais stopper burp, on va aller dans gtfobin, voilà, hop, on va aller là, on va faire env, et on voit que env il y est en SUID. Et donc en fait, env permet, voilà, SUID, tac tac, permet de lancer donc un environnement, donc du bin, sh, ici on va mettre bash, avec -p qui permet de préserver les privilèges. Et comme c'est du SUID, ça va être lancé en tant que root, et donc on devrait devenir root. Alors on va tester ça. Donc je vais remonter tout là-haut, /usr, /bin, /env, on avait dit ça, voilà. /bin, moi je veux un bin bash, je préserve les privilèges, je garde les privilèges, boum, et ben voilà. Je suis root, EGID, root, très bien. Donc, on voit qu'ici, j'ai l'utilisateur root. Donc, il me suffit d'aller dans /root. Ouais, bon, ls. Voilà, on a un flag numéro 3. 4 flag numéro 3. Et on a notre troisième flag. Ok, on a eu 3 flags. Reste le quatrième. Le quatrième, il faut sortir du conteneur. Ok, donc l'investigation continue. On retourne là-dedans. Je vais refaire mon alias parce que... j'y suis habitué. ls-lh-color. Voilà, ça me suffit. Très bien. Et donc, on va énumérer tout ça. Donc, voyons voir, dans /opt, on a quoi? On a un backup. Allons dans backup. Et là, voilà, tout simplement, dans opt, on a l'endroit qui va nous servir à sortir. Donc, on va remonter. Voilà. Donc, on a un tar, un backup.tar. On voit qu'il est 21h56. Et si je fais date, 21h56. Ce qui signifie qu'il vient juste d'être fait. Donc, on peut supposer qu'il y a un cron qui tourne. Cela dit, crontab-l, crontab n'existe pas. 4/etc/cron, il y a juste un cron daily. Ok, il y a quoi dedans? Page 2, rien du tout. Celui-là, il n'y a rien. Enfin, voilà. En fait, on ne va pas trouver de cron qui tourne là, parce que ce cron n'est pas lancé à partir du conteneur, mais il est lancé à partir de la machine hôte. Comment on fait pour savoir ça? On va refaire un ls, vous voyez, l'heure a changé, 21h57, donc effectivement, toutes les minutes, il y a un backup qui est fait. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Backup. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a le shebang pour lui dire que c'est du pin bash. Et il fait un tar. CF. Root container backup, backup tar. Ok, donc root container backup. On n'a pas vu de conteneur.
de conteneur. On n'a pas vu de conteneur, nous, dans route. Si je regarde ll/route, on n'a pas de conteneur ici. Donc, en fait, ce chemin, c'est un chemin sur la machine hôte. OK? Et donc, voilà, il fait un tar de route conteneur dans route conteneur backup pointard. Donc, là, déjà, on peut se dire, OK, c'est assez étrange, mais pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit la machine haute qui soit lancée. Autre technique pour savoir, pour deviner en fait que c'est la machine haute, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, alors, on n'a pas VI, je sais pas, est-ce qu'on a nano? On n'a pas nano. Donc, c'est pas grave. On va rajouter des commandes directement dans ce backup.sh. On va lui demander d'exécuter hostname et d'enregistrer un fichier ici dans route conteneur backup. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on va faire un petit echo. Voilà, je vais faire de hostname. Voilà, hostname, tu le mets dans un fichier test, alors qu'on va mettre là-dedans, tu le mets là-dedans, dans un fichier qui s'appelle test. Voilà, et tout ça, cette ligne-là, tu la rajoutes dans mon backup.sh. Voilà, donc si je fais un cat du backup.sh, on a notre ligne à la main qui fait hostname dans route conteneur test. Donc, ici, si je regarde, il est quelle heure? 59:15, donc, techniquement, alors là, je dis 9, je l'ai là, en fait. C'est pas exactement l'heure, mais on a le même nombre de secondes, 23. Donc, quand il va se relancer, si la théorie est juste, si, ça devrait l'être, le fait que ce répertoire, c'est le répertoire courant, OPT backup dans le container, alors, on devrait avoir un fichier test qui se crée avec le contenu de hostname, la commande hostname. Il y a un sacré micmac, mais ça devrait fonctionner. On va voir ça tout de suite. Donc, il nous reste 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a bien un fichier test là, comme vous voyez. Alors, je vais remonter. Un fichier test là qui s'est créé. Et si je fais un cat de test, dogcat, moi ici dans mon conteneur, si je tape hostname, j'ai quoi? J'ai F09 machin. Donc en fait, ça voudrait dire que la commande hostname s'est exécutée sur la machine hôte. Et donc, vous commencez à comprendre ce que cela signifie. Si on arrive à exécuter des commandes sur la machine hôte, on peut exécuter un reverse shell. Donc, on va faire ça. Dans notre backup.sh, on va rajouter un reverse shell. Donc, je vais retourner dans mes petites notes. Voilà. Et donc là, comme on est directement dans une machine, moi je vais prendre celle-là, que j'aime bien aussi. Voilà, commande reverse shell à base de mkfifo, voilà, à base de mkfifo. Très bien, donc on va reprendre notre commande echo. Est-ce que je l'ai toujours quelque part, ma commande echo? Voilà. Donc à la place de ça, on va mettre donc mon reverse shell. Donc mon adresse IP, c'est pas celle-là, bien sûr, c'est 10.11.0.110. Et je mets le tout, voilà, dans backup.sh. Donc, si je fais un cat du backup.sh, alors le pas à se tromper, hein, bien utiliser le double supérieur pour ajouter à la fin, sinon votre fichier va être écrasé. Ça ne devrait pas avoir de grande importance ici, mais c'est quand même mieux de le mettre là. Donc là, voilà, ok, ben on va vite s'ouvrir donc un nouveau poncat env, voilà, poncat-cs sur le même port, on s'en fiche, on peut le réutiliser. Donc il est 48, 49, donc dans 10 secondes, si ma ligne de reverse shell est fonctionnelle, on devrait obtenir un shell dans cette deuxième fenêtre. C'est parti, hop, et ben voilà. Donc je vais aller me contrôle D pour me connecter, et hostname dogcat, ID, je suis même directement route. Voilà. Donc, si elle marche pas, c'est pas grave. ls, dernier flag, cat, flag 4.text. Et ben voilà, on a notre dernier flag. Et donc, si on regarde dedans, on a cd conteneur, ls, voilà, cd backup, voilà, et c'est bien exactement le même répertoire. Donc, il y a un volume du conteneur entre route conteneur backup
et OPT Backup. Et d'ailleurs, on peut aller regarder ce qu'il y a dans Launch, par exemple. Il y a quoi là-dedans? Voilà, Docker Run, voilà, blabla, tirer volume. Voilà, on voit ici que justement, il a monté un volume entre root container backup de la machine haute vers OPT Backup du conteneur. Voilà. Bon, ben voilà, petite box bien sympathique. Voilà, pour s'amuser avec le PHP filter et arriver voilà, à faire de l'encodage base 64 pour arriver à lire des fichiers PHP. Voilà. Du log poisoning. Alors là, c'est la partie la plus, allez, on va dire chiante. Voilà, c'est la partie la plus chiante. C'est d'arriver à trouver quel fichier on peut lire, on peut afficher et on va pouvoir injecter, dans lequel on peut injecter des commandes. Donc ici, varlog à page 2 access log. Voilà, qui est quand même, bon, c'est un classique ce fichier, mais il faut y penser. Donc on se balade, on teste différents fichiers. C'est une partie qui peut être longue. Voilà, et puis une fois sur la machine, se rendre compte qu'on est dans un conteneur et d'arriver à trouver l'endroit qui va nous permettre en fait d'en sortir. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!